Apparemment, c'était la première fois que Bruno remarquait l'existence de cette sculpture. Pendant qu'il reprenait son lamento sur les terres rares chinoises ou non chinoises, Paul se demanda s'il devait le mettre au courant pour la DGSI. Cette vidéo la veille, il le savait profondément affecté. Il avait même pensé un moment à se retirer de la vie politique. Dans la vraie vie politique, enfin dans le cœur du réacteur, Bruno était plus ou moins un outsider. Sa nomination à Bercy, presque 5 ans plus tôt, n'avait pas provoqué l'enthousiasme des services, c'est le moins qu'on puisse dire. On aurait même pu parler de bronca, si le terme avait pu convenir à les inspecteurs des finances vêtus de complets anthracites. Il n'était pas inspecteur des finances, n'avait même pas fait l'ENA. Il était à tous égards un polytechnicien pur qui avait fait toute sa carrière dans l'industrie. Il y avait remporté des succès réels, d'abord à la tête de Dassault Aviation, puis d'Orano, enfin d'Ariane Space, où il avait réussi en quelques années à éradiquer les tentatives de concurrence américaine et chinoise, plaçant solidement la France au premier rang mondial des lanceurs de satellites. L'armement, le nucléaire, l'espace, autant de secteurs de haute technologie, autant de lieux d'épanouissement naturel pour un polytechnicien qui lui donnait en même temps le cursus idéal pour répondre aux promesses de campagne du président nouvellement réélu. Ce dernier avait en effet délaissé les fantasmes de Startup Nation qui avait fait sa première élection, mais n'avait objectivement conduit qu'à produire quelques emplois précaires et sous-payés, à la limite de l'esclavagisme, au sein de multinationales incontrôlables. Retrouvant les charmes de l'économie dirigée à la française, il n'avait pas hésité à proclamer, les bras largement ouverts dans un élan quasi christique. Cela, il savait toujours le faire, et même mieux que jamais, ses bras s'ouvraient à un angle apparemment impossible. Il avait dû s'entraîner avec un coach de yoga, ce n'était pas possible autrement. Lors de l'immense meeting parisien qui avait clos sa campagne. « Je suis venu ce soir avec un message d'espérance, et je vais faire taire les prophètes de malheur. Pour la France, aujourd'hui, commencent les nouvelles 30 glorieuses. » Bruno jugeait mieux que tout autre fait pour relever ce défi industriel. 5 années ou presque étaient passées, et il avait plus que largement rempli son contrat. Son succès le plus impressionnant, celui dont on avait le plus parlé dans les médias, mais aussi qui avait le plus profondément marqué les esprits, avait été le spectaculaire redressement du groupe PSA. Largement recapitalisé par l'État, qui en avait de fait à peu près pris le contrôle, le groupe s'était lancé dans la reconquête du haut de gamme en s'appuyant sur l'une de ses marques, Citroën. Il n'y avait plus, telle était du moins la conviction de Bruno, que 2 marchés en automobile, le low cost et le haut de gamme. De même qu'il n'y avait plus, mais cela Bruno s'abstenait de le dire. D'ailleurs, ça n'entrait pas directement dans son champ de compétences, que 2 classes sociales, les riches et les pauvres. La classe moyenne s'était évaporée, et l'automobile moyenne ne tarderait pas à suivre dans sa disparition. La France avait montré sa compétence et sa pugnacité dans le domaine du low cost. Le rachat de Dacia par Renault avait été la base d'une impressionnante success story, sans doute la plus impressionnante dans l'histoire récente de la construction automobile. Forte d'une réputation d'élégance et d'un leadership maintenu dans l'industrie du luxe, la France pouvait relever le défi du haut de gamme automobile et se poser en challenger sérieux des constructeurs allemands, pensait Bruno. Le très haut de gamme demeurait inaccessible. Il était verrouillé par les constructeurs anglais pour des raisons au demeurant peu compréhensibles, qui ne prendraient probablement fin qu'avec l'extinction de la monarchie britannique. Mais le haut de gamme, dominé par les constructeurs allemands, était à leur portée. Ce défi, le plus important de sa carrière ministérielle, celui qu'il avait maintenu éveillé des mois durant dans son bureau de Bercy, cependant que sa femme se livrait à d'improbables étreintes, il l'avait finalement relevé. L'année précédente, Citroën avait fait jeu égal avec Mercedes sur la quasi-totalité des marchés mondiaux. Elle s'était même, sur le très stratégique marché indien, hissée au premier rang, devançant ses 3 rivaux allemands. Audi elle-même, la souveraine Audi, avait été reléguée au 2e rang. Et le journaliste économique François Langlais, pourtant peu coutumier des épanchements émotionnels, avait pleuré en annonçant la nouvelle, lors de l'émission très suivie de David Pujadas sur LCI.
renouant grâce à l'inventivité de ce designer, personnellement choisi par Bruno, qui, sortant pour l'occasion de son rôle purement technique, n'avait pas hésité à imposer sa vision artistique. Avec l'audace des créateurs de la traction et la DS, Citroën avait réussi, et plus généralement la France avait réussi à redevenir la nation emblématique du haut de gamme, enviée et admirée partout dans le monde. Et le déclic, contre toute attente, n'était pas venu du secteur de la mode, mais de celui de l'automobile. Symbolique entre tous, fruit accompli de l'union de l'intelligence technologique et de la beauté. Même si ce succès avait été de loin le plus médiatisé, c'était loin d'être le seul, et la France était redevenue la 5e puissance économique mondiale, talonnant l'Allemagne pour la 4e position. Son déficit représentait maintenant moins de 1% du PIB et elle réduisait peu à peu sa dette. Tout cela sans contestation, sans grève, dans un climat d'acquiescement étonnant. Le ministère de Bruno était un succès total. La prochaine élection présidentielle aurait lieu dans moins de 6 mois maintenant et le président, qui aurait été réélu sans difficulté, ne pouvait en aucun cas se représenter. Depuis l'imprudente réforme constitutionnelle de 2008, nul ne pouvait exercer plus de 2 mandats présidentiels consécutifs. Bien des choses étaient déjà connues dans cette élection. Le candidat du Rassemblement national serait présent au second tour, même si on ignorait encore son nom. Il y avait 5 ou 6 prétendants valables, et il serait battu. Demeurait une question simple mais cruciale, qui serait le candidat de la majorité présidentielle? À bien des égards, Bruno était le mieux placé. Il avait déjà la confiance du président, ce qui était fondamental, car celui-ci avait bien l'intention de revenir 5 ans plus tard et d'accomplir à nouveau 2 mandats consécutifs. D'une manière ou d'une autre, le président semblait s'être persuadé que Bruno tiendrait parole, qu'il accepterait de s'effacer les 5 années de son mandat écoulé, qu'il ne succomberait pas à l'ivresse du pouvoir. Bruno était un technicien exceptionnel, mais ce n'était pas un homme de pouvoir. C'est du moins ce dont le président parvenait la plupart du temps à se convaincre. Il y avait quand même un côté pacte faustien dans toute cette affaire. Parvenir à une certitude était impossible. Un autre problème, beaucoup plus immédiat, était celui des sondages. Pour 88% des Français, Bruno était quelqu'un de compétent. Ils étaient 89% à le juger travailleur et 82% intègre, ce qui était un score exceptionnel, jamais atteint par aucun homme politique depuis l'apparition des sondages. Même Antoine Pinet et Pierre Mendès France ne s'étaient pas approchés d'un tel résultat. Mais 18% seulement le trouvaient chaleureux, 16% empathique, et il n'était que 11% à l'estimer proche des gens. Un chiffre cette fois catastrophique, le pire de la classe politique, tout parti confondu. En bref, les gens l'estimaient, mais ils ne l'aimaient pas. Ils le savaient, ils en souffraient, et c'est pour ça que cette vidéo sanglante l'avait si profondément affecté. Non seulement les gens ne l'aimaient pas, mais certains le haïssaient suffisamment pour mettre en scène sa mise à mort. Le choix de la décapitation, avec ses connotations révolutionnaires, ne faisait que souligner son image de technocrate distant, aussi éloigné du peuple qu'avaient pu l'être les aristocrates de l'Ancien Régime. C'était injuste parce que Bruno était un type bien, Paul le savait. Mais comment en persuader les électeurs? Mal à l'aise avec les médias, refusant obstinément d'aborder les sujets privés, il n'aimait pas non plus parler en public. Comment pourrait-il supporter une campagne électorale? Sa candidature, en effet, n'avait rien d'évident. Leur amitié était relativement récente. Lorsqu'il travaillait à la direction de la législation fiscale, Paul avait à plusieurs reprises, mais brièvement, rencontré Bruno. Les réductions d'impôts massives que celui-ci avait décidées dès la première année du quinquennat ne devaient s'appliquer qu'aux investissements directement destinés au financement de l'industrie française. Cela, c'était une condition non négociable. Il y tenait absolument. Un dirigisme aussi clairement assumé n'était pas dans les habitudes de la maison, et Paul avait dû batailler à peu près seul contre l'ensemble des fonctionnaires de sa propre direction, rédigeant sans faiblir des directives et des rapports qui allaient dans le sens des vœux du ministre. Ils avaient eu gain de cause finalement, après plus d'une année d'une guerre interne qui avait laissé des traces. Ce combat commun avait attiré l'attention de Bruno sur lui, mais la relation n'avait vraiment pris un tour plus personnel qu'à l'occasion d'un nouveau congrès de l'Union africaine
qui se tenait cette fois à Addis Abeba. Plus précisément le soir du premier jour des travaux du Congrès, au bar de l'hôtel Hilton. La conversation avait d'abord été gênée, contrainte, puis tout s'était dénoué au retour de la serveuse. « Ça ne va pas très fort avec ma femme en ce moment », avait dit Bruno au moment où elle posait une coupe de champagne devant lui. Paul avait eu un mouvement de surprise, avait failli en renverser son cocktail, une merde tropicale infâme et trop sucrée. Ça n'aurait pas été une grosse perte. À ce moment précis, avec un synchronisme parfait, 2 prostituées africaines s'étaient assises à une table à quelques mètres d'eux. Jamais Bruno n'avait auparavant abordé, si peu que ce soit, un sujet d'ordre privé. Paul ignorait même qu'il fût marié. Mais après tout, pourquoi pas? Oui, cela existe. Les gens se marient encore parfois. Des hommes et des femmes, c'est même courant. Et un polytechnicien, même sorti major de sa promotion, même issu du corps des mines, restait un homme. C'était une dimension nouvelle qu'il allait devoir prendre en compte. Bruno ne dit d'ailleurs rien de plus dans un premier temps. Puis il bredouilla d'une voix contrainte. « Ça fait 6 mois qu'on n'a pas fait l'amour. » Il avait dit « fait l'amour », nota Paul aussitôt, et le choix de cette expression à connotation sentimentale plutôt que le terme baiser qu'il aurait probablement lui-même employé ou celui de vie sexuelle qui aurait été le choix de beaucoup de gens soucieux de diminuer l'impact affectif de leur révélation par l'emploi d'un terme neutre en disait déjà énormément. Quoique polytechnicien, Bruno faisait l'amour, ou du moins l'avait déjà fait. Quoique polytechnicien, Bruno et sa personnalité tout entière, rigueur budgétaire comprise, lui apparut à cet instant sous un jour neuf, était un romantique. Le romantisme est né en Allemagne, on l'oublie parfois, et il est même, très précisément, né dans le nord de l'Allemagne, dans un milieu piétiste qui a par ailleurs joué un rôle non négligeable dans les premiers développements du capitalisme industriel. C'était là un mystère historique douloureux, sur lequel Paul avait parfois médité, dans les années de sa jeunesse, du temps où les choses de l'esprit parvenaient encore à retenir son attention. De justesse, il s'était retenu de rétorquer, avec brutalité et cynisme. 6 mois? Mais moi, ça fait 10 ans, mon gars. C'était pourtant vrai. Depuis 10 ans, il n'avait pas baisé, encore moins fait l'amour avec prudence, ni avec qui que ce soit d'ailleurs. Mais la notation aurait été, à ce stade de leur relation, malvenue. Il le comprit juste à temps. Bruno s'imaginait sans doute encore qu'une amélioration, voire une pure et simple reprise demeurait possible. Et en effet, au bout de 6 mois, d'après la plupart des témoignages, cela demeurait possible. Le soir tombait sur Addis Abeba. Une rumeur de rumba congolaise emplissait doucement le bar. Les 2 filles de la table à côté étaient des prostituées, mais c'étaient des prostituées haut de gamme. Tout en témoignait. Leurs vêtements de marque, la discrétion de leur maquillage, leur élégance générale. Probablement des filles éduquées par ailleurs, voire des ingénieurs ou des doctorantes. Elles étaient de surcroît très belles, leurs jupes courtes et moulantes, leur corsage ajusté semblait la promesse de plaisir considérable. C'étaient sans doute des Éthiopiennes, elles avaient le port altier des femmes de ce pays. Tout à ce stade aurait pu être très simple, il aurait suffi de les inviter à leur table. Elles étaient venues pour ça et elles n'étaient pas les seules. À peu près tout le monde était venu pour ça à ce putain de congrès. Ce n'était certainement pas là que les décisions allaient se prendre pour le développement de l'Afrique. C'était déjà évident dès la fin de la première journée. Bruno réussirait peut-être par-ci par-là à placer quelques centrales nucléaires. C'était un peu sa marotte de placer des centrales nucléaires dans les congrès internationaux. Au vrai, les contrats ne seraient pas signés tout de suite. Des contacts simplement seraient pris. La signature se ferait plus tard, discrètement, vraisemblablement à Paris. Dans un avenir plus immédiat, une fois les 2 filles invitées à leur table, la négociation serait courtoise et brève, le prix était à peu près connu de tous. Cela serait certainement moins facile pour les centrales nucléaires, mais là ce n'était plus de son ressort. Demeurait la question de la répartition des filles. Mais à ce sujet, Paul se sentait très calme. Les 2 lui plaisaient à peu près autant. Leur beauté était équivalente. Elles paraissaient toutes 2 aimables et douces et également désireuses de servir une bite occidentale. Paul était à ce stade tout à fait prêt à laisser le premier choix à Bruno. Et au cas où ce choix s'avérerait impossible, une partie à 4 était peut-être envisageable.
C'est au moment précis où cette pensée se formait dans son esprit qu'il comprit que l'ensemble de la situation était sans issue. Sa relation avec Bruno avait certes pris une dimension nouvelle depuis quelques minutes, mais il n'en était pas, il n'en serait sans doute jamais, au point où ils pourraient coucher ensemble avec des filles dans la même chambre. Leur amitié ne pouvait en aucun cas s'établir sur ces bases. Ils n'étaient ni l'un ni l'autre et ne seraient jamais des queutards. Il était même exclu qu'il assiste à la scène où Bruno se déciderait à louer les services d'une pute, sans même considérer le fait que Bruno était un homme politique de notoriété nationale, que des journalistes grimés en congressistes traînaient probablement à cette minute même dans le hall, surveillant l'accès aux ascenseurs, et qu'il se sentait déjà investi d'une sorte de mission de protection à son égard. L'absence de cette complicité masculine de base interdirait à Bruno, en sa présence, de répondre aux sollicitations des jeunes femmes, mais en même temps, créait entre eux une complicité plus forte, sur la base de réactions de pudeur qui établissaient entre eux une proximité inédite, à mesure qu'elle les éloignait de la communauté basique des mâles. Tirant aussitôt les conclusions de cet insight, Paul se leva, prétextant une vague fatigue. Le décalage horaire peut-être, ajoutait-il, ce qui était assez idiot, le décalage horaire entre Paris et Addis-Abeba était presque inexistant, et souhaita une bonne nuit à Bruno. Les filles réagirent par de légers mouvements et un bref conciliabule. La configuration de la situation venait en effet de se modifier. Qu'allait faire Bruno ? Il pouvait choisir l'une ou l'autre des deux filles, il pouvait aussi prendre les deux, c'est sans doute ce qu'il aurait fait à sa place. Il pouvait encore, c'était une troisième hypothèse et malheureusement la plus probable, ne rien faire du tout. Bruno était un homme qui recherchait les solutions à long terme. Et c'était sans doute aussi vrai dans la gestion de sa vie sexuelle que dans celle de la politique industrielle du pays. Il n'était pas arrivé et n'arriverait peut-être jamais à cet état d'esprit morose qui était de plus en plus le sien, consistant à admettre qu'il n'existe pas de solution à long terme, que la vie en elle-même ne comporte pas de solution à long terme. Au moment où ce souvenir lui revint, 4 ans plus tard, le souvenir de ce moment où il avait décidé, se levant pour remonter dans sa chambre, de laisser Bruno seul face à son éventuel destin sexuel de la soirée, Paul comprit qu'il n'allait pas lui parler de sa rencontre avec le type de la DGSI. Pas maintenant, pas tout de suite. Au lendemain de cette soirée, s'enquérant de Bruno à la réception après avoir réglé sa note de minibar, Paul eut la surprise d'apprendre qu'il avait déjà quitté l'hôtel tôt dans la matinée avec ses bagages. Au lendemain de cette soirée, s'enquérant de Bruno à la réception après avoir réglé sa note de minibar, Paul eut la surprise d'apprendre qu'il avait déjà quitté l'hôtel tôt dans la matinée avec ses bagages. Ce départ solitaire et matinal n'évoquait évidemment pas une intrigue amoureuse. Le portable de Bruno était sur répondeur et la situation impliquait une prise de décision rapide. Devait-il d'ores et déjà alerter les services diplomatiques ? Il ne pouvait en aucun cas abandonner son ministre, mais il décida de lui laisser un peu de temps et commanda un taxi pour l'aéroport. Le monospace Mercedes qui le conduisait à l'aéroport d'Addis-Abeba aurait pu, se dit Paul, transporter une nombreuse famille. Ne connaissant pas, en raison de son altitude, les températures excessives de Djibouti ou du Soudan, Addis-Abeba ambitionnait de devenir une métropole africaine incontournable, pivot de l'économie de l'ensemble du continent. À l'issue de son bref séjour, Paul aurait plutôt eu tendance à considérer cet objectif comme réaliste. Du point de vue par exemple des prestations de services annexes, les putes d'hier soir étaient d'un niveau plus qu'honorable. Elles auraient pu subjuguer n'importe quel homme d'affaires occidental et un businessman chinois tout aussi bien. Le hall principal de l'aéroport était envahi de touristes dont certains, il l'apprit par leur conversation, étaient venus pour photographier des okapis. Ils avaient été bien mal conseillés par leurs voyagistes. L'okapi vit exclusivement dans une petite région au nord-est de la République démocratique du Congo, la forêt de l'Ituri, où une réserve lui est dédiée. Par ailleurs, ses mœurs discrètes le rendent très difficile à photographier. À la cafétéria de l'aéroport, il fut entrepris par un Slovène jovial et trapu, un délégué de l'Union européenne. L'homme n'avait rien de significatif à dire, comme tous les délégués de l'Union européenne. Paul l'écouta cependant avec patience, car telle est l'attitude à adopter vis-à-vis des délégués de l'Union européenne. Brusquement, il fut saisi par l'harmonie de couleurs violentes qui émanait d'une jeune fille en pantalon blanc et en t-shirt rouge.
aux longs cheveux noirs et à la peau mate qui venait de se dégager de la foule des touristes. Puis ce saisissement disparut. La jeune fille elle-même semblait avoir disparu, s'évaporant dans l'atmosphère tantôt surchauffée, tantôt fraîche du terminal. Mais cette disparition était, Paul le savait, presque certainement impossible. Immédiatement avant le dernier appel des haut-parleurs dans le hall d'embarquement, Bruno apparut, sa valise à la main. Il ne dit pas ce qu'il avait fait, ce qui justifiait son arrivée tardive, et Paul n'osa pas le lui demander, ni sur le moment, ni par la suite. Une semaine après leur retour, Bruno l'invita à rejoindre son cabinet ministériel. Ce n'était pas une décision inhabituelle. Paul en était à peu près à ce stade de son odyssée administrative, où un passage en cabinet est une étape normale. Là où les choses devenaient plus surprenantes, c'est qu'il n'aurait, il le comprit immédiatement, aucune tâche précise. La gestion de l'agenda de Bruno n'était pas une charge énorme, il était beaucoup moins rempli que Paul ne se l'était imaginé. Bruno préférait travailler sur dossier et accordait très peu de rendez-vous. Bernard Arnault, par exemple, pourtant l'homme le plus riche de France, tentait en vain depuis le début du quinquennat de le rencontrer. Il ne s'intéressait simplement pas au secteur du luxe, qui n'avait de toute façon aucun besoin d'être aidé par les pouvoirs publics. Le rôle essentiel de Paul, il le comprit peu à peu, serait simplement, en cas de besoin, de servir de confident à Bruno. Il ne considéra pas cela comme anormal ni comme humiliant. Bruno était probablement le plus grand ministre de l'économie depuis Colbert. Et la poursuite de sa tâche au service du pays allait impliquer, pendant peut-être de nombreuses années, qu'il assume un destin singulier. Les moments d'interrogation, de doute seraient inévitables. Des conseillers, il n'en avait pas besoin. Il maîtrisait les dossiers à un point exceptionnel. C'était presque comme s'il possédait un second cerveau, un cerveau informatique greffé à son cerveau humain habituel. Mais un confident, quelqu'un en qui il ait réellement confiance, était sans doute devenu à ce stade de sa vie indispensable. Cela faisait déjà quelque temps, cette nuit-là, 2 ans plus tard, que Paul n'écoutait plus vraiment Bruno. Abandonnant les terres rares, celui-ci s'était lancé dans une violente diatribe contre les panneaux solaires chinois, contre les incroyables transferts de technologie que la Chine avait arrachés à la France au cours du mandat précédent, et qui le permettaient maintenant de revenir inonder la France avec leurs produits à prix cassés. Il en était au point de songer à une authentique guerre commerciale avec la Chine pour protéger les intérêts des fabricants de panneaux solaires français. Ça, c'était peut-être une bonne idée, dit Paul, l'interrompant pour la première fois. Il avait beaucoup à se faire pardonner des électeurs écologistes, en particulier son soutien sans faillite à l'industrie nucléaire française. « Je vais peut-être y aller, Bruno, ajouta-t-il. Il est 2 heures du matin. Oui, bien sûr. Il jeta un coup d'œil au dossier qu'il tenait toujours à la main. Moi, je vais peut-être continuer